Avant que l'on démarre l'épisode du jour, je tenais juste à te dire que TPN est enfin sorti. TPN, c'est une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'être autonome avec ta nutrition en créant ta propre stratégie alimentaire pour atteindre tes objectifs, que ce soit augmentation des performances sportives, perte de poids, prise de muscle, etc. Sans suivi et sans coach. TPN est actuellement disponible, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description du podcast, c'est vraiment quelque chose à ne pas louper si tu ne souhaites pas être suivi mais que tu souhaites vraiment step up ta nutrition. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur le magnésium, comme je te l'avais dit, et aujourd'hui on va parler des sources alimentaires, de tout ce qui est comment avoir de bons apports en magnésium avec ton alimentation, et je vais également parler un petit peu de l'absorption du magnésium, et notamment certains facteurs qui peuvent potentiellement impacter aussi bien négativement que positivement cette absorption du magnésium. Donc on est tout de suite parti. Alors, au niveau déjà des sources de magnésium, il faut savoir que les sources de magnésium sont assez diverses, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de source magique de magnésium, comme ça pourrait être le cas pour d'autres nutriments, par exemple les produits laitiers pour le calcium, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de choses comme ça pour le magnésium. Le magnésium en fait est présent en de pas très grosses quantités, mais dans beaucoup d'aliments, même s'il y a effectivement quelques aliments qui ont quand même plus de magnésium, qui ont de bons taux de magnésium et d'autres qui n'en ont vraiment pas. Par exemple, il y a donc là, je vais commencer à lister quelques sources, mais au niveau des féculents, il y a quand même, comme par exemple le quinoa, des sources qui ont pas mal de magnésium. Également certains légumes, comme les épinards, qui en ont aussi pas mal, pour la densité énergétique que ça apporte surtout. Mais par exemple, tout ce qui est fruits, la plupart des fruits n'ont pas forcément énormément de magnésium. Alors ça dépend des fruits qu'on parle et ça dépend de la quantité de fruits que tu manges, mais il y a quand même des fruits qui ont pas mal de magnésium. Donc les fruits, on pourrait quand même les considérer parce que les fruits, ce qui est intéressant, c'est que en niveau de densité énergétique, c'est vraiment pas élevé et donc si tu manges pas mal de fruits, ce qui est déjà très bien, ça peut effectivement jouer un rôle dans le magnésium. Par contre, il y a d'autres sources, hein, comme par exemple certains produits laitiers, c'est pas forcément très intéressant. Il y a certains fromages qui peuvent par exemple en avoir pas mal, mais encore une fois, niveau de densité énergétique, ça reste quand même important, donc c'est à voir si c'est une source à considérer selon tes préférences et selon tes objectifs. Au niveau des viandes et poissons, ça dépend, mais pas mal de poissons, il n'y en a pas forcément énormément. Au niveau des viandes, ça dépend des morceaux de viande qu'on a. Le magnésium, c'est très variable. Même pour le même aliment, ça dépend aussi de l'origine, hein, etc. Mais c'est quelque chose qui est très variable. Donc au niveau des sources alimentaires, il n'y a pas de source magique, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. L'idée, c'est d'avoir une alimentation variée et évidemment d'avoir des aliments qui restent quand même qui sont, on va dire, sains, pas forcément des aliments non transformés, parce qu'il y a des aliments ultra transformés où il y a de bons taux de magnésium quand même, hein. Aliment ultra transformé ne veut pas forcément dire mauvais, il y a des exceptions. Mais voilà, donc ça c'est au niveau des sources, alors c'est très très bateau, je suis désolé, c'est pas comme d'autres nutriments où on peut vraiment dire, comme la vitamine C, où oui c'est fruits et légumes, ou alors le calcium, oui c'est surtout produits laitiers. Là c'est un petit peu plus compliqué, le magnésium c'est un petit peu plus compliqué, c'est notamment parce que c'est un peu plus compliqué que beaucoup de personnes en manquent de magnésium, c'est-à-dire que c'est un des nutriments où on considère que la population est la plus déficiente, et même dans les pays développés, on considère qu'au moins 50% des personnes n'ont pas assez de magnésium. Et encore, c'est un pourcentage qui est peut-être sous-estimé, puisque il y a certaines personnes qui affirment que c'est 90% de la population. Alors évidemment, ça dépend d'où viennent les statistiques, ça dépend des sources, c'est très variable, mais en tout cas, on peut être certain qu'au moins la moitié des personnes manquent de magnésium. Et c'est notamment dû au fait que il n'y a pas forcément de sources très riches en magnésium, et donc de base c'est pas très facile d'avoir de bons taux, et qu'évidemment si on a une alimentation qui n'est pas très qualitative, ou alors que nos choix alimentaires ne sont pas au final très intéressants, eh bien on peut vite manquer de ce nutriment. À côté des sources, donc je vais pas aller plus loin pour les sources, hein, évidemment on pourrait parler de la supplémentation, mais je te l'avais dit dans l'épisode 1, si tu veux un épisode sur la supplémentation, tu m'envoies un message et j'en ferai un, où je te parlerai quel est le bon supplément magnésium, etc., le mieux absorbé, etc. Je vais parler un petit peu de l'absorption avant de te laisser, parce que sinon je te donne quasiment pas d'infos dans cet épisode. L'absorption du magnésium, il faut savoir qu'elle est de 30 à 60%, c'est-à-dire que si tu manges 1 mg de magnésium, tu vas au final en absorber réellement que 30 à 60%. Petite parenthèse,
J'ai déjà fait un épisode dessus, mais quand on dit par exemple tu as besoin de 400 mg de magnésium par jour, ce qui peut être une recommandation tout à fait acceptable pour beaucoup de personnes. Quand on dit tu as besoin de 400 mg de magnésium par jour, c'est une quantité qui n'est pas nette. C'est-à-dire que la quantité nette de magnésium, c'est la quantité que tu vas absorber. C'est une quantité, on va dire, brute. C'est un peu comme le salaire, on pourrait dire. Pour comparer, ça va être facile. Le salaire brut, c'est la quantité de magnésium que tu vas manger avec ton alimentation. C'est-à-dire que si, par exemple, tu manges une portion de quinoa qui a 40 mg de magnésium, eh bien, tu manges 40 mg de magnésium brut. Par contre, vu que l'absorption est de 30 à 60%, bon, j'ai pas pris un chiffre qui est très très simple pour ça, mais tu vas absorber, on va dire, entre 10 et 25 grammes de milligrammes parmi les 40 mg de magnésium qu'il y a dans le quinoa, et ça c'est la quantité nette. Et quand on dit tu as besoin de 400 mg de magnésium par jour, imaginons, eh bien on parle de la quantité brute et pas de la quantité nette. Non, parce qu'il y a des personnes qui pensent que tout de suite, oui, c'est inatteignable d'atteindre nos apports en nutriments parce que en fait ils pensent que les recommandations sont les quantités nettes. Mais en fait non. Pourquoi? Parce que les quantités nettes, c'est très difficile à calculer dans le sens où il faut connaître l'absorption du nutriment. L'absorption du nutriment en lui-même n'est pas la même selon le type d'aliment, selon les complexes moléculaires qu'il y a dans l'aliment. Enfin, c'est très compliqué et c'est pour ça que on simplifie la chose en donnant des recommandations qui sont liées à la quantité brute, puisque la quantité brute est beaucoup plus simple à calculer. Grosse parenthèse du coup fermée. Je sais même plus où j'en étais, mais oui, c'est ça. L'absorption est de 30 à 60%, ce qui n'est pas forcément très bas, mais pas non plus très élevé, donc c'est quand même intéressant de savoir ça. Et cette absorption-là, elle peut être impactée par différentes choses. Alors déjà par l'alcool. Pourquoi? Bah parce que l'alcool n'impacte pas en fait l'absorption, mais impacte l'excrétion du magnésium, puisque ça va augmenter. L'alcool est un diurétique, hein, et donc le fait qu'on augmente nos urines vont faire qu'on va excréter plus de magnésium. Ça, c'est une chose pardon, à comprendre. Ensuite, il y a les protéines. Alors les protéines, avoir de très bons apports en protéines, atteindre ses besoins en protéines et manger généralement une alimentation qui est riche en protéines, ça augmente l'absorption de magnésium. Ça a été prouvé que par exemple une alimentation pauvre en protéines, c'est environ 30% en moyenne d'absorption de magnésium, vs 40% d'absorption de magnésium pour une alimentation qui est relativement bonne, voire riche en protéines. Ça paraît pas beaucoup, mais 10% d'absorption en plus, c'est énorme. Surtout que le magnésium, c'est plusieurs centaines de milligrammes par jour dont on a besoin. Donc 10%, en fait, ça peut vite faire du 40 mg par jour en plus. Et c'est pas du tout négligeable. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, troisième point, c'est les oxalates. Alors cette fois-ci, les oxalates, c'est pas bon. C'est comme l'alcool, ça empêche, on va dire, l'absorption. Et ici, c'est parce que ça crée des solubles, des complexes, pardon, des complexes dans le corps. En fait, les oxalates collent, se collent, se lient, pardon, aux minéraux et notamment ici au magnésium, parce que les oxalates, ça fait pas que ça sur le magnésium, ça fait ça sur les ions bivalents généralement, donc tout ce qui est zinc, etc. Et en fait, ça crée des complexes qui ne sont pas absorbés dans l'intestin, ça bloque en fait l'absorption. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu un problème. Il y a notamment des oxalates dans les épinards, donc c'est-à-dire en fait que les épinards sont riches en magnésium, il y a des oxalates. Les oxalates partent pendant la cuisson, c'est-à-dire que en fait il y a déjà eu une étude juste pour ça au niveau des épinards. Les épinards, l'absorption des épinards de magnésium euh, est déjà très élevée dans les épinards, c'est un pourcentage qui est au-dessus du pourcentage moyen du 30 à 60%, on considère que c'est environ 80%. Les épinards crus, c'est 80% d'absorption, en tout cas dans l'étude, c'est ce qui a été démontré. Et au niveau des épinards qui sont cuits, c'était 90% quasiment, donc on voit quand même qu'on a un petit 10% en plus. Alors évidemment, c'est un détail, hein, mais c'est pour te montrer que si tu as des oxalates, c'est pas du tout une raison pour dire non, j'en mange pas parce que ça va empêcher l'absorption. Tu vois bien que même avec des oxalates, l'absorption est déjà très bonne. Évidemment, ici on parle en précision des épinards, hein, c'est pas ça pour tous les aliments, mais c'est quand même pour te montrer qu'il y a des petits impacts qui peuvent se faire, mais que la cuisson peut aussi être une solution, et c'est notamment le cas pour les oxalates. Il y a aussi la même chose qui se fait au niveau des acides phytiques. L'acide phytique, c'est pas que pour le magnésium d'ailleurs, hein, c'est aussi pour le fer, au niveau du fer non héminique. Mais l'acide phytique crée lui aussi des complexes de magnésium et donc empêche l'absorption.
Donc l'acide phytique, lui, peut aussi partiellement être réglé par la cuisson, mais généralement ça suffit pas forcément, donc à voir s'il y a d'autres solutions. Moi, ce que je te conseille, c'est juste de pas te prendre la tête avec ça. En fait, je te dis ces éléments-là, c'est juste pour que tu sois au courant. C'est-à-dire que tu sois au courant que l'acide phytique qu'il y a dans les féculents, oui, le quinoa, peut-être il a un peu d'acide phytique et ça empêche l'absorption du magnésium, mais c'est aussi riche en magnésium. Donc au final, pourquoi s'en priver? Je veux dire, le quinoa est une très bonne source de magnésium. Je te dis vraiment ça juste pour de l'information. L'idée, c'est pas de devenir parano, c'est pas de chercher le millimètre près. Voilà, si déjà tu consommes les bonnes sources de magnésium, c'est déjà très très bien. Ensuite, il y a la dose. Ça, c'est important pour le supplément. Alors, je vais pas parler des supplémentations, mais il faut comprendre, et même pour les repas en général, hein, plus tu as une dose de magnésium importante dans un temps relativement faible, hein, c'est-à-dire dans un même repas ou peu importe, dans une même prise alimentaire, et moins l'absorption sera élevée. C'est ça pour beaucoup de nutriments et le magnésium ne fait pas exception. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et puis enfin, il y a aussi des hypothèses sur au niveau des glucides fermentables, fermenticides, pardon, qui pourrait potentiellement améliorer l'absorption du magnésium, puisque ça peut permettre, grâce à la production d'acides gras à chaîne courte, donc les SCFA en anglais, de diminuer le pH dans le côlon, et ça peut potentiellement améliorer l'absorption du magnésium, et ça reste des hypothèses, c'est pas sûr chez l'humain, donc c'est un petit peu un truc que je pose ça là. Donc voilà, un petit peu pour cet épisode sur le magnésium et les apports. Évidemment, c'est assez flou sur pas mal de trucs et c'est notamment ce qui explique pourquoi le magnésium c'est vraiment un des minéraux les plus compliqués en ce qui est d'en avoir de bons apports. Mais j'espère que ça t'aura donné quelques petites pistes. N'hésite pas, en tout cas, si tu as des questions, à m'envoyer un message. Comme d'habitude, n'hésite pas à noter le podcast si ça t'a plu. Et encore une fois, si tu veux un épisode 3 sur la supplémentation, j'attends ton message de ta part. Et puis comme ça, je pourrais en faire un si ça t'intéresse. Allez, ciao!